Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir professeur Fodel Bahou, émérite chercheur en didactique du FLE et passionné par la littérature et l'imaginaire, qui nous propose aujourd'hui une réflexion originale, qui s'avère vraiment originale dès le titre, sur l'intimité, l'altérité et la liberté d'interprétation à travers la littérature de jeunesse, avec sa communication intitulée « Littérature de jeunesse au berceau de l'humanité ». Entre mon intimité et ton extrémité. Elle a acquis à proprement. Je lui cède la parole. Bien, bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Honorable assistance, permettez-moi dans un premier temps de remercier les responsables des instances administratives, scientifiques et pédagogiques des centres universitaires de Barika. Je remercie également, mesdames et messieurs, les organisateurs de ce deuxième colloque national. C'est une nouvelle version consacrée à la littérature de la jeunesse. Et comme vient de dire Dr Balagoun, ce que vous allez voir, c'est que d'habitude, je dis à mon audience, ne vous attendez pas à grand-chose de ma part. Pour quelle raison? Parce que je préfère ne pas aborder de la même façon que les autres collègues. Ce que j'ai pour habitude de dire également aux étudiants, c'est que j'essaie d'équilibrer entre la dimension iconique, l'élément iconique et l'élément linguistique. C'est-à-dire que finalement, lorsque vous rédigez par exemple un mémoire de master ou une thèse de doctorat, d'habitude vous utilisez une citation introductive. Vous pourrez appeler justement l'épigraphe. Eh bien, dans mon cas, l'épigraphe, c'est justement cette image, cette illustration que vous avez. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, elle nous rappelle la mythologie. Vous voyez là, c'est des visages, mais en fait, ce sont des cycles. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant. Bien, comme l'a dit Dr Belagoun, donc ma communication s'intitule Littérature jeunesse au berceau de l'humanité. Et là, vous voyez que dès le départ, en fait, il y a une problématique qui est soulevée de manière implicite. Pour quelle raison? Parce que certains préfèrent ajouter la préposition de et nous disent littérature de jeunesse. Vous voyez, pourtant c'est un choix. La plupart, généralement, lorsque c'est des collègues français, ils préfèrent utiliser la préposition, ils la rajoutent. Beaucoup plus du côté du Canada, du Québec, ils enlèvent la préposition. Et le fait d'enlever la préposition, déjà, ça nous laisse énormément de perspectives. Ce que j'ai pour habitude de dire également à mes étudiants, c'est que, encore une fois, il doit y avoir un certain équilibre avec tout le traitement de texte que me propose par exemple le Microsoft. Vous voyez, j'utilise deux couleurs différentes. Généralement, tout ce qui est en orangé, c'est ce que mes étudiants vont pouvoir retenir. Et puis tout ce qui est en blanc, c'est juste pour les besoins de l'exposé. Donc, encore une fois, littérature jeunesse au berceau de l'humanité. J'aurais pu l'écrire sur la même ligne, mais cette linéarité, quelque part, en fait, elle dérange. Pourquoi est-ce qu'elle dérange? Parce qu'elle ne me permet pas de voir l'articulation qui a suivi ma pensée. C'est pour cela que je préfère organiser en niveau de titre. Le premier niveau, c'est littérature jeunesse, donc ça indique mon point de départ. Ensuite, au berceau, et une localisation à la fois spatiale et temporelle. Et puis au sujet de quoi? De cette humanité. Bien, donc entre mon intimité et ton extrémité, elle a acquis profonde. Ce que vous constatez, c'est que là aussi j'ai utilisé les guillemets pour quelle raison? Parce que je ne suis plus simplement pas un titre, mais c'est carrément un énoncé. Il y a une énonciation. Le jeu qui s'adresse tout simplement au tu. Et c'est déjà la première définition de la communication. Là, j'ai déjà vu auparavant. Qu'est-ce que la communication? C'est la maîtrise de l'espace. Vous voyez? Et dans cette définition la plus simple, qu'est-ce que la communication? Ce n'est pas le fait d'avoir tout simplement des éléments en commun. Non. Qu'est-ce que la communication? C'est le fait de répondre je à quelqu'un qui m'a dit tu. Vous voyez? Et donc vous avez entre mon intimité et ton extimité, là, qui est profonde, j'ai utilisé l'italique. Bien. Ici aussi une prière, doha. Vous voyez? Ce que Jacques Berthe il avait traduit en français par Seigneur, dit Moïse, élargis-moi la poitrine, facilite-moi ma mission, aidez-nous un nœud de ma langue pour qu'on pénètre mon propos. Vous allez me dire, mais pour quelle raison est-ce que vous avez utilisé cette prière? Et faites la différence entre en français dire sa prière et faire sa prière. Salat, iqamat salat. Vous voyez, c'est ça la différence fondamentale. Eh bien, parce que quelque part, si nous transposons la situation, c'est-à-dire dans un but tout à fait allégorique et métaphorique, c'est comme si vous aviez un auteur qui s'adresse tout simplement à son lecteur. Et là aussi, j'ai utilisé la couleur orangée. Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur, dit Moïse, élargis-moi la poitrine. Une poitrine agrandie de lumière, de foi et de sagesse peut supporter toutes sortes de mal, qu'ils soient verbales ou réels. Ensuite,
Un cœur ouvert transforme les difficultés d'une mission en confort, bonheur et facilité. Bien, facilite-moi ma mission. C'est aborder facilement toutes les questions depuis leur portée respective, ce qu'un lecteur doit pouvoir faire. Ensuite, c'est s'adresser à chaque auditeur de la manière qui lui convient selon son esprit, sa mentalité. C'est la définition même de la communication, puisque c'est en fonction de mon destinataire que je vais utiliser tel ou tel lexique. Ensuite, c'est inviter chaque auditeur de la manière la plus appropriée, qui le conduira à accepter et adhérer au propos. Et là, nous utilisons tout simplement le registre de langue. Ensuite, aidez-nous un nœud de ma langue pour qu'on pénètre mon propos. En fait, cela correspond à une exigence. C'est réussir à parler clairement aux auditeurs pour qu'on puisse être compris. C'est influencer l'esprit et les émotions des auditeurs au moyen de la sagesse dans le dire et de la gentillesse dans l'agir. Et là, ça me permet de faire tout simplement la différence que nous devons aborder en didactique. Lorsque quelqu'un vous dit « j'ai des compétences » et quelqu'un qui vous dit « je suis compétent ». La différence, c'est que lorsque vous dites « je suis compétent », c'est-à-dire que vous êtes dans l'agir, vous pouvez agir, vous êtes dans l'action. Mais lorsque vous dites « j'ai des compétences », cela tout simplement veut dire que vous possédez un certain nombre de ressources, mais vous ne les mettez pas en action, en activité. Bien, donc entre mon intimité et ton extrémité, elle a un profonde. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai choisi cela. En fait, c'est que je suis parti de l'idée, que partager un décis tente entre ixité et altérité. Nos collègues didacticiens connaissent beaucoup plus le terme d'altérité et ils oublient celui d'ixité. Intimité et extrémité, c'est contemplant dans la psyché du narcisse contemporain, donc rappel de didactique et de pédagogie, la littérature de jeunesse combat vaillamment ses paradoxes et ses préjugés. C'est l'instant fatal où le discours universitaire décide de l'envelopper dans une aura extraordinaire d'intentionnalité, diverses, porteuses de sens et de signification. Et là, rappelez-vous, vous devez faire la différence entre la fatalité et le fatalisme du Mektoub. Vous voyez, très souvent, on nous reproche en tant que musulman d'être fataliste. Non, on n'est pas fataliste. On respecte tout simplement la fatalité. Et la fatalité, c'est proprement, comme l'indique l'expression en arabe Mektoub, tout ce qui est écrit d'avance. Vous voyez, et non pas fatalisme. Bien, pourtant, dans quelle juste mesure peut-elle et sans doute se doit-elle d'être une critique impartiale de la modernité, alors qu'elle se retrouve elle-même prise dans les méandres de sa propre textualité au moment où la textologie peine à la définir. Et là, vous avez une chouette. Pourquoi la chouette ou le hibou? On verra bien la différence par la suite. C'est parce que tout simplement, c'est aussi le symbole de la sagesse et du savoir. Bien, ce qui est intéressant, c'est que parfois, si je vous posais la question de savoir quel est l'opposé de collectif, beaucoup de personnes me disent collectif, donc individuel. Non, collectif, c'est singulatif. Et singulatif, ce n'est pas le singulier. Vous voyez, singulatif, collectif, et c'est pour cela qu'en fait, on parle d'une singularité intérieure. Vous connaissez en français l'expression fort intérieur, donc c'est l'intériorité. Ensuite, nous avons tout simplement cette singularité, celle de l'extérieur, c'est l'extériorité, et c'est la rencontre des deux. Donc d'un côté, vous avez l'ips, c'est-à-dire c'est le moi, qui a donné le terme ipséquité, et vous avez, l'alter, c'est-à-dire l'autre, l'alter ego. Bien, l'afia profonde. Pourquoi l'afia? Parce que lorsque vous traduisez l'afia, c'est déjà une expression en arabe, n'est-ce pas? Peut-être pour faire la différence entre l'afia et l'arabe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, donc l'afia primordiale, et là nous sommes dans un certain nombre de rites d'initiation, mais en même temps c'est le sens que nous donnons à la parole. Donc l'afia c'est aussi le feu, mais pas n'importe quel feu, puisque nous avons dit c'est le feu primordial. Et puis, dans la société traditionnelle, donc lorsque le soir, la nuit tombe, le soir arrive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu qui est allumé. Et puis il y a un certain nombre de cercles qui se forment. Le premier cercle, bien entendu, comme vous pouvez le constater, c'est celui des anciens. Qui sont les anciens? Ce sont tout simplement les vieillards et les sages. Ensuite, vous avez un deuxième cercle qui est celui des initiés. Mais là, généralement, c'est celui qui est composé des jeunes hommes. Et enfin, vous avez le troisième cercle, c'est les femmes et les enfants. Et ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que j'ai tracé cette flèche-là? Parce qu'en vérité, ce sont ceux qui sont les plus rapprochés du feu, qui sont les plus éclairés. Et donc, malheureusement, selon la vision traditionnelle, plus vous vous écartez, et moins vous êtes éclairé. Et malheureusement, c'est cette situation qui a prévaut. Et puis, enfin, vous avez le dernier cercle, c'est celui des ténèbres. Vous voyez cette absence absolue de lumière. Bien. Encore une fois, le feu, dit-on, fait compagnie, c'est qu'il fait réfléchir.
Et en physique surtout, il n'est pas de spectacle plus inspirateur. L'attitude, le silence, le lieu et l'espèce de rebris où on est toujours quand on se chauffe contribue à donner à l'esprit plus d'attention, d'activité. Le foyer est un peintre et les buses y sont. Quant à la pierre, c'est d'abord la chaleur, c'est la lumière, c'est le savoir, c'est la protection, mais c'est aussi surtout par rapport à la définition, son équivalent en arabe, c'est la tranquillité de l'esprit et puis surtout la paix de l'âme. Vous voyez? Bien. Ensuite, un regard, une parole, en fait, ils suffisent. C'est le Petit Prince, et d'ailleurs, les collègues qui vont aborder par la suite le Petit Prince, donc, vous voyez, de Saint-Exupéry. Pourquoi est-ce que je vous ai donné ça là? Parce qu'au départ, alors qu'il y a toujours cette parce qu'en vérité, au départ, nous avons la dimension ou l'aspect ontologique, ensuite nous avons l'aspect épistémologique, et enfin nous avons la méthodologie. À l'université, nous avons tendance à penser certes à la méthodologie, dans une moindre mesure à l'épistémologie, mais nous oublions carrément l'aspect ontologique, ce qui est tout à fait dommage. Qu'est-ce que l'ontologie? Eh bien, c'est tout simplement la nature de la réalité de l'existence. C'est-à-dire comment est-ce que je me représente la création? Qu'est-ce que je comprends par la réalité? Ensuite, l'épistémologie, ça correspond tout simplement à la théorie de la connaissance. Donc, elle va aider les chercheurs à comprendre une meilleure façon d'enquêter sur la nature du monde. Et enfin, vous avez la méthodologie qui correspond à la façon dont les techniques et les méthodes de recherche sont regroupées pour fournir une image cohérente. Et c'est dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'au départ, il y a l'ontologie, ensuite l'épistémologie, et progressivement, nous aboutissons à la méthodologie. Bien. Pour bien comprendre la logique et le raisonnement qui sous-tendent les affirmations et les conclusions d'un auteur, il est important que le lecteur connaisse ses convictions ontologiques et épistémologiques, ainsi que ses procédures méthodologiques. Ces raisonnements dicteront l'argumentation de l'auteur et en les comprenant faciliteront la critique de la recherche. Et s'il vous plaît, pourquoi est-ce que j'ai dit pour comprendre la logique et le raisonnement? Parce qu'attention, lorsque quelqu'un vous dit par exemple, j'estime que vous êtes fort, je pense que vous êtes fort, je crois que vous êtes fort, j'imagine que vous êtes fort, c'est une affaire de nuance, n'est-ce pas? Lorsque vous dites à quelqu'un, je crois, ça n'engage que votre responsabilité, c'est une affaire de foi, elle n'a pas besoin de démonstration. Mais cependant, lorsque vous dites je pense, là il y a un raisonnement. Là il y a tout simplement une logique. Et puis, le fameux mythe de Prométhée, Prométhéeus, donc c'est la métacognition, et puis vous l'avez en orangé aussi le feu. La métacognition qui correspond à la cognition sur la cognition, c'est-à-dire la capacité à penser à ses propres pensées et à ses processus mentaux. En didactique, c'est l'attitude d'un praticien réflexif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous entreprenez une tâche, eh bien, vous vous posez la question de savoir comment est-ce que vous allez vous y prendre. Ensuite, cela correspond à un genre d'écrit, le sens du discours qui est développé et l'intention de l'auteur. Mais rappelez-vous ce que signifie interpréter. C'est essayer de retrouver l'intentionnalité de l'auteur à la croisée de sa subjectivité et à la croisée de la subjectivité du lecteur. Ensuite, nous avons la conception. La conception, c'est aussi les concepts, les théories, tout simplement les auteurs centraux que vous utilisez. Mais la conception, par la suite, vous devez passer à la réalisation qui correspond tout simplement à la mise en œuvre pratique, c'est-à-dire au médium, support. Lorsque vous dites à quelqu'un, je veux que tu le fasses immédiatement. Immédiat, c'est-à-dire sans médiation, c'est-à-dire tout de suite par rapport à la chronologie. Et puis tout cela, ça se fait au fil du temps et des expériences. Pourquoi les expériences? Parce que chacun d'entre nous, en fait, possède un vécu historique, un vécu social et puis un vécu psychologique. Bien, donc le genre décrit la métacognition parce que je vais m'intéresser à la généricité. Ensuite, à l'épistémologie, la réalisation qui correspond à la méthodologie. Et puis le temps et l'expérience qui correspond à l'agentivité. Lorsque vous dites je suis un agent, vous connaissez le terme agence. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, vous pensez à l'agent de tourisme. Alors que normalement, non. L'agence, c'est le fait que vous soyez un agent, c'est-à-dire responsable de l'action. Bien, et puis vous avez cette expression. En fait, c'est une définition du langage, mais qu'on retrouve dans une nouvelle de science-fiction qui s'intitule La phrase simple. Donc le langage est une lutte permanente entre le besoin d'exprimer la complexité de la pensée et le désir de maintenir la simplicité de l'expression. Pourquoi est-ce que je vous ai dit cela? En vérité, vous allez voir que je vais la distribuer autrement spatialement, encore au niveau de titre. Vous avez ce premier niveau, le langage est une lutte permanente. Deuxième niveau, entre.
Troisième niveau, le besoin d'exprimer la complexité de la pensée. Et dernier niveau, le désir de maintenir la simplicité de l'expression. Eh bien, en pédagogie, en didactique, c'est tout à fait pratique, vous voyez. C'est-à-dire que si je me limite tout simplement à la linéarité, je n'aurai pas la vision selon laquelle je vois comment est-ce que la chose elle est construite. Mais en organisant au niveau de truc, c'est beaucoup plus facile. Parce que finalement, pourquoi est-ce que je vous ai mis tout cela en rouge? En rouge, parce que tout simplement, chaque fois, nous allons retrouver cette expression du duel, c'est-à-dire deux, et de la dualité. Dualité entre quoi et quoi? Cette dualité qui se manifeste déjà au niveau de la lutte, puisque pour être deux, il faut au moins, plutôt pour lutter, il faut être deux. Ensuite, cette dualité, parce qu'elle est exprimée par le entre et le et c'est une conjonction de coordination qui est reliée entre un premier élément et un deuxième élément. Ensuite, la préposition entre, eh bien, c'est un seuil entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis cette dualité, où est-ce que vous la retrouvez? C'est ça qui est extraordinaire lorsque vous réorganisez votre énoncé spatialement. Eh bien, vous avez le besoin et le désir. Et ce que vous constatez, c'est qu'à chaque fois que vous écrivez, il doit y avoir une certaine logique. Pourquoi est-ce que l'auteur a commencé par le besoin? Eh bien, parce que le besoin est vital. Le désir est bien après, puisqu'il est supplémentaire, alors que le besoin est complémentaire. Donc, vous avez cette dualité donc, au niveau du besoin et du désir. Ensuite, exprimer et maintenir. Complexité, simplicité. Et enfin, pensée et expression. Si vous ne réorganisez pas, je veux dire, cet énoncé comme cela, vous ne le verrez pas. La linéarité ne permet pas de mettre en évidence un certain nombre d'éléments. Et puis, si nous revenons en arrière, c'est les mains qui se dessinent. C'est une lithographie qui a été faite en 1948. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne savez pas quelle est la main qui dessine l'autre. Est-ce que c'est la droite ou c'est la gauche? Finalement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous voyez? Donc, Prométhéeus, là aussi, c'est ce cri. Prométhéeus, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps déjà, on parle de l'intelligence artificielle. Mais nous sommes en sciences humaines, c'est-à-dire que pour les scientifiques, c'est vrai, ils peuvent aborder l'aspect technique, la technicité. Mais nous, qui sommes en sciences humaines, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la dimension philosophique. Et malheureusement, eh bien, nous allons éprouver une certaine honte. Pourquoi prométhéenne? Parce que selon la mythologie gréco-romaine, Prométhée, c'est lui qui aurait donné le feu tout simplement à l'humanité. Mais le feu qui correspond à quoi? Qui correspond à la technique. Et grâce à la technique, il y a eu l'apparition de la civilisation. Mais à l'heure actuelle, à cause, ou grâce à, ça dépend de votre position, eh bien, nous éprouvons une certaine honte, la honte prométhéenne. Et qu'est-ce que la honte prométhéenne? Eh bien, elle désigne tout simplement le sentiment de honte que l'homme ressent face à la perfection des machines qu'il a créées, soulignant ainsi son infériorité ontologique. C'est vrai que parfois vous vous dites que l'intelligence artificielle elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Et vous vous dites au fond de vous-même, tiens, mais il y a des choses que moi je ne pourrais pas faire en tant qu'être humain. Ce qui est totalement faux. Et c'est pour cela que finalement nous éprouvons ce sentiment de honte prométhéenne. L'origine du concept, le terme honte prométhéenne, en fait, a été introduit par le philosophe allemand Günther Anders dans son ouvrage L'obsolescence de l'homme. Qu'est-ce que l'obsolescence? Eh bien, c'est tout simplement lorsque vous rencontrez quelqu'un de plus jeune, face à moi qui suis plus jeune, et vous me dites comme ça, périmé. C'est ça l'obsolescence. Chaque fois, on vous accuse d'être périmé. Et l'obsolescence de l'homme, en fait, ça a été abordé par Günther, qui décrit cette honte comme celle qui s'empare de l'homme lorsqu'il se confronte à la qualité et à la perfection des objets techniques qu'il a lui-même fabriqués. Et ça ne date pas d'hier, ça date déjà depuis longtemps. Bon, Anders souligne que cette honte est liée à la prise de conscience de la faiblesse de la condition humaine par rapport à la puissance des machines. Puis on se dit, c'est extraordinaire ce que les machines peuvent faire. Mais rappelez-vous ce qu'avait dit le comte de Lille. Lorsque vous comparez l'imagination à la réalité, vous avez l'impression que l'imagination, elle dépasse de loin la réalité, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est faux. Pour quelle raison? Le comte de Lille avait dit ceci: il y a plus de choses entre le ciel et la terre que l'esprit de l'homme ne peut le concevoir. L'imagination, où est-ce qu'elle réside? Elle est dans ma tête, dans mon cerveau. Mais mon cerveau, il est limité. Mais la réalité, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est dans ma tête? Non, c'est moi qui suis dans la réalité. Non, forcément, c'est la réalité qui nous dépasse de loin. Et là, pour revenir à la littérature, tout simplement, nous avons ce premier personnage qui est celui de Frankenstein. Vous voyez Frankenstein ou le Prométhée,
moderne, qui est un roman de Mary Shelley qui a été écrit en 1818. Nous avons aussi Golem. Et Golem, ici, ça nous ramène tout simplement à la légende juive. C'est quoi le golem? C'était une statue tout simplement d'argile. Et le rabbin qui voulait défendre la communauté juive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris certaines lettres, l'alif, et qu'il a inscrit ici au niveau de son front. Sauf que le golem, lorsqu'il a été activé, on ne pouvait plus le contrôler. Et la seule manière de le contrôler, c'est quoi? C'est de lui enlever l'alif. On enlève l'alif, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Donc c'est par la comparaison, par le contraste qu'on se rend compte des beautés de la nature. Et finalement, c'est l'obscurité de la nuit qui nous fait apprécier la lumière du jour. Voyez? Ensuite, si nous trouvons un grand jardin, nous admirons les fleurs de toutes couleurs qui nous entourent. Pourquoi est-ce que je vous parle de jardin? Eh bien, parce que tout simplement, c'est la définition de l'académie. Étymologiquement, académie signifie le jardin. Vous voyez, signifie le jardin. Donc, elles sont toutes des plantes, mais chacune a sa nuance, son parfum particulier. Nous écrivons tous, mais est-ce que nous utilisons le même lexique? Est-ce que nous lui donnons à la fois la même valeur et la même portée? Non, c'est une affaire de nuance. Cette nuance qui est tout à fait subtile. Comprennent les chefs-d'œuvre des différents peuples, cette fleur exquise de leur culture, de leur civilisation, et on ne pourra les apprécier pleinement qu'en les comparant les uns aux autres. Vous voyez? Et c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle le Taïjidu. C'est quoi? C'est tout simplement un symbole puissant de la culture des Samouriens, notamment la Chine antique. Et là, c'est l'alliance de deux forces cosmiques opposées, mais complémentaires. D'un côté, vous avez le Yang, et de l'autre, vous avez le Yin. Pourquoi je vous parle de cela? Parce encore une fois, en littérature, ça a été mis en scène par Robert Louis Stevenson en 1886, lorsqu'il a écrit son roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous voyez? C'est-à-dire en vérité, le bien et le mal. Le jour et la nuit. Vous voyez? Et finalement, on va se poser une grande question. Est-ce que la littérature jeunesse est une sous-littérature? Est-ce qu'elle fait partie de la paralittérature? Parce qu'au départ, elle n'était pas prise au sérieux. Et il a fallu remettre en question cette question de la légitimité de la littérature de jeunesse, grâce tout simplement, ou à cause d'un certain formatage commercial, on l'a complètement dénigré. Et donc, cette légitimité elle a été retrouvée grâce aux collègues, à certains chercheurs en éducation, et puis à des chercheurs en études littéraires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie à la fois de retrouver cette intentionnalité, mais à la croisée de la littérarité. Bien, lorsqu'il s'agit de comprendre, d'expliquer ou d'interpréter, le véritable lecteur vient sans cesse puiser dans les matériaux riches et diversifiés qu'il a structurés dans sa mémoire et qui sont à proprement parler sa culture. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mots en orangé sont importants. C'est eux qui nous permettent de synthétiser. Donc nous avons trois verbes: comprendre, expliquer, interpréter. Et donc c'est cet ordre logique et chronologique. Vous ne pouvez interpréter si vous n'avez expliqué. Et vous ne pouvez expliquer si vous n'avez pas compris. Mais tout cela, nous avons besoin de notre mémoire, et cette mémoire, justement, qui construit notre culture. Donc ce monde imaginaire qui vient compléter le monde réel et permet de mieux le comprendre, ne s'ouvre ni ne se clôt avec un texte, ni bien avec l'auteur ni même avec l'œuvre d'un auteur. Pour qui veut devenir lecteur, il s'explore comme un continent dont il faut retrouver les routes et les paysages familiers, ne serait-ce que pour mieux s'étonner devant ceux qui échappent aux attentes. Vous voyez, finalement, la grande question, est-ce qu'il s'agit tout simplement d'instruire ou alors beaucoup plus d'amuser? Lorsqu'on parle de littérature de l'enfant, de la jeunesse, etc., on se dit, tiens, c'est beaucoup plus pour amuser. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours une dimension instructive. Et là, qu'est-ce que j'ai fait grâce à l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est une certaine métaphore. Vous avez une image, mais qui correspond à une certaine réalité de l'écrit. Vous voyez cette dimension iconique, cet équilibre qu'il doit y avoir entre l'élément iconique et l'élément linguistique. Bien, donc cette œuvre surréaliste, elle tisse en fait une narration visuelle complexe. Autour de quoi? Autour de l'identité, autour de la perception et autour de la conscience humaine. Là, par exemple, vous avez des figures humaines qui sont superposées. Donc, figures humaines et superposition, vous avez des symboles et des éléments abstraits. Vous avez une certaine ambiance qui est mise en évidence grâce à la composition de l'image. Et encore une fois, ça nous rappelle Frankenstein ou le Prométhée moderne. Mais attention, grâce à Frankenstein, finalement, on peut aboutir à un certain nombre, donc à de nombreuses leçons d'écriture. Parce que dans Frankenstein, parfois se caractérise ce roman. Vous le constatez par une intrigue qui est très très forte. Ensuite, par des personnages qui sont nuancés,
une réflexion philosophique et une narration inventive. Bien, narration en abîme, c'est-à-dire que ce sont des récits enchâssés. Finalement, c'est quelqu'un qui raconte ce qui arrive au docteur Frankenstein, Victor, et par la suite, c'est le docteur Victor qui raconte ce qui arrive à son personnage. Ensuite, c'est le monstre qui prend la parole. Vous avez aussi une profondeur psychologique. Et pourquoi je parle non pas de vérité objective, mais de vérité subjective? Parce que finalement, du moment que nous avons des récits enchâssés, chacun va raconter sa manière. Et donc, chacun met en avant sa propre subjectivité. Ce sont aussi des personnages qui sont humainement complexes. Pourquoi humainement complexes? Finalement, qui est le véritable monstre? Est-ce que c'est la créature ou c'est le créateur, c'est-à-dire le docteur Victor? Okay? Donc un paysage miroir aussi, la description du monde extérieur qui reflète l'état intérieur des personnages. Finalement, il n'y a pas de héros absolu. Il y a un flou moral. Pour quelle raison? Parce que cela permet au lecteur de se forger sa propre opinion. Elle ne m'est absolument pas imposée. Ce sont des figures humaines de surposition, on l'a dit, vous voyez là. Donc, plusieurs silhouettes humaines se chevauchent, chacune ornée de textures distinctes. Vous avez des crapulures, vous avez des motifs organiques, vous avez des effets picturaux, et enfin, vous avez une figure centrale qui contient un petit cadre contenant un œil réaliste masquant son propre visage. Donc, c'est une métaphore puissante qui permet de mettre en avant, qui porte sur le regard, le masque et finalement la subjectivité, des éléments qu'on retrouve au niveau de la littérature. Donc, des éléments et symboles abstraits, vous avez des branches d'arbres ici, d'où émerge une tête, évoquant la croissance mentale, les racines de la pensée ou l'interconnexion avec la nature. Vous avez aussi des oiseaux, donc des oiseaux en vol qui suggèrent la liberté, qui suggèrent l'évasion ou qui suggèrent le rêve. Vous avez aussi une main qui surgit du côté gauche, comme une tentative de contact ou d'intervention extérieure. Et puis finalement, qu'est-ce que ça doit nous rappeler l'interconnexion avec la nature? Elle doit nous rappeler Cro-Blanc. Vous voyez l'œuvre de Jacques London en 1906. Ensuite, vous avez Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Et là, il s'agit beaucoup plus de la croissance mentale. Vous avez aussi la série Harry Potter, donc qui parle de la liberté de l'évasion et du rêve. Vous voyez, et tout cela finalement, à quoi ça correspond? À une bibliothérapie. On se soigne grâce au livre, grâce à la lecture. Ensuite, vous avez une ambiance, une composition pour créer une atmosphère introspective. L'image joue sur les transparences et les textures, les contrastes, le mélange de réalisme qui correspond à l'œil et d'abstraction, c'est-à-dire les silhouettes et les motifs, qui invite à une lecture multiple, d'abord psychologique, ensuite philosophique et voire carrément spirituelle. Mais ce que vous devez retenir, c'est que toute connaissance intellectuelle, elle dérive à l'origine de l'expérience sensible. Par ailleurs, notre esprit ne peut former des concepts ou des idées qu'à partir de ce qui a été perçu par nos sens, c'est-à-dire la vue, oui, le toucher, le goût et l'odorat. Et finalement, ce que nous dit l'adage scolastique, donc rien n'est dans l'intellect qui n'a d'abord été dans les sens. Donc toute conscience est forcément conscience de quelque chose. Donc une lecture multiple, le mélange de réalisme, l'œil et l'abstraction, on l'a dit, psychologique, philosophique, spirituelle. Et là, je vous invite tout simplement, grâce à la littérature, eh bien, à évoquer un certain nombre de syndromes. Vous savez que le syndrome, c'est un peu les symptômes d'une maladie, d'une infection. Vous voyez, ce sont tous les signes. Vous avez le syndrome de Pollyanna, c'est la littérature. Vous avez le syndrome de Peter Pan. Vous avez le syndrome de Dorian Gray, le syndrome de la Belle au bois dormant, celui de Baron de Munchausen, vous voyez, c'est le plus grand menteur. Alice au pays des merveilles, Sherlock Holmes. Vous avez Madame Bovary, le fameux Bovary dans lequel on tombe. Vous avez aussi la petite sirène. Et là, avec Pollyanna, c'est quoi? C'est l'optimisme excessif. Quoi qu'il arrive, elle est toujours optimiste. Ensuite, vous avez Peter Pan, c'est l'immaturité émotionnelle parce qu'il ne veut pas grandir. Il ne veut pas grandir. Vous avez aussi l'obsession de la perfection et la dysmophobie avec Dorian Gray. Vous avez le syndrome de Klein-Levin qu'on appelle aussi l'hypersomnie. Donc c'est la Belle au bois dormant parce qu'elle dort. Voyez. Vous avez également la pantomimie, c'est le trouble factice avec le baron de Munchausen. Il s'invente des maladies qu'il n'a pas. Et finalement, il finit par y croire. Ensuite, vous avez Alice au pays des merveilles. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que soit vous avez la chromatopsie, la télopsie, la macropsie et la micropsie. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça signifie tout cela?
Eh bien, la macrotopsie, c'est les problèmes que vous pourriez avoir avec les couleurs. La téléopsie, c'est-à-dire que vous n'avez plus tout à fait conscience de distance. Un objet est éloigné, vous avez l'impression qu'il est rapproché, et vice-versa. La macropsie, c'est finalement lorsque vous voyez les choses alors qu'elles ont une taille normale, une dimension normale, vous le voyez en très grand. Et puis la micropsie, c'est l'inverse. Et là, qu'est-ce que c'est le rappel en littérature? C'est un peu les voyages de Gulliver, n'est-ce pas? De temps en temps, Gulliver, on a l'impression que c'est un géant. Sur une autre île, il devient un petit, il est nain. Et puis vous avez le syndrome d'Asperger avec Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est finalement quelqu'un qui ne peut pas s'adapter à la réalité. Pourquoi? Parce qu'il a, il a eu une hypersensibilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, il y avait le roman policier qui faisait partie de la part à la littérature et une grande question avait été posée. Pourquoi est-ce que les plus grands détectives de la littérature ne se sont jamais mariés? Parce qu'ils partent de l'idée que si jamais ils se marient, ils perdent leur intelligence. Et là, nous avons Sherlock Holmes, nous avons Miss Marple qui n'est pas mariée non plus, vous avez François Dupuis, vous avez le grand Hercule Poirot. Bien, Madame Bovary, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction de la vie, lorsqu'on ne fait plus la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et puis, les petites sirènes, c'est le syndrome du thésauriseur compulsif. Qu'est-ce que cela signifie? Très souvent, vous avez des objets qui, par eux-mêmes, n'ont aucune valeur, et puis auxquels vous attendez justement vous donner une certaine force symbolique. Et puis finalement, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Et là, bon, vous êtes complètement envahi par ces différents objets. Et là, vous avez un nœud central, qui est le symbole de la perception de la conscience, une femme en tenue vintage visant un livre dans les risques et votre l'introspection et la connaissance. Vous avez des formes géométriques, vous pouvez constater. Puis une filière pour une œuvre qui ajoute une dimension abstraite aux mathématiques. Vous avez une ambiance surréaliste onirique, typique de l'art numérique contemporain, tout cela à partir de la littérature. N'oubliez pas qu'en tant qu'être humain, nous commençons d'abord par le percept, c'est-à-dire que nous percevons grâce à nos 5 sens. Ensuite, vous avez l'affect, parce que nous donnons une certaine charge émotionnelle. Et puis finalement, nous terminons par l'intellect. Lorsque vous êtes face à un tableau de peinture, par exemple Guernica, qui est la guerre d'Espagne, dans un premier temps, vous percevez, vous la voyez. Mais ensuite, soit vous admirez, et à ce moment-là, c'est l'affect qui l'emporte, soit vous essayez de comprendre la composition du tableau, et là, c'est l'intellect. Et qu'est-ce que nous apprend la sémantique générale? En vérité, c'est inversement proportionnel. Lorsque vous admirez, l'intellect se rabaisse. Lorsque vous comprenez, c'est l'intellect qui s'élève. Voilà, je fais très vite. Ce que vous constatez, c'est que j'utilise le terme de médiagraphie, parce qu'en vérité, la médiagraphie, c'est un terme tout à fait générique. Vous avez la webographie, vous avez la cytographie, vous avez les références bibliographiques et médias. On retrouve tout cela. Et puis, on doit rendre à César ce qu'on doit à César. Voilà, je vous remercie. Je fais très vite.